semaine tire vers sa fin. Nous nous retrouvons encore ce vendredi 20 mai 2016 pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Talk Talk. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver sur les antennes de LCF et de City FM pour notre émission. Ce matin, nous aurons comme invité deux confrères. Le premier comme nom, Sam Djobo, il est le patron du journal L'éveil de la Nation. Bonjour Sam. Bonjour Junior, bonjour aux fidèles spectateurs et spectatrices de LCF. Et bonjour aussi aux auditeurs de City FM. Ah, bien entendu, oui. Et aux lecteurs du journal L'éveil de la Nation. C'est ça. La fréquence du City FM, je vous rappelle, c'est 89.9 MHz partout dans la région maritime et aussi dans les plateaux. Alors, notre second invité a comme pour nom... Comment Marc Aboflan, j'ai quoi ce matin? Marc Aboflan, bonjour Marc. Bonjour Junior et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aussi aux auditeurs et bien évidemment à tous nos lecteurs aussi. Marc Aboflan, je rappelle qu'il est le directeur du site d'information elitedafrique.com. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité Madame Brigitte Kafu Adjamagou Johnson, elle est secrétaire générale de la CDPA et aussi présidente du CAP 2015. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux de ce vendredi. Les journaux de ce vendredi 20 mai 2016, nous démarrons par Liberté, le quotidien privé Liberté, titre Affaire des incendies, Jean-Pierre Fabre et Maître Zeus Ajavon récusent l'ordonnance du doyen des juges d'instruction. Maître Zeus Ajavon déclare le chef de l'État, le ministre de la Sécurité et le procureur de la République connaissent les auteurs de ces incendies. Rapport du CADERT sur l'analyse du budget de l'État axé sur les secteurs sociaux, des résultats en deçà des objectifs fixés par la SCAP. Marche de demain pour les réformes. Pourquoi les Togolais devront se sentir concernés? Deuxième journal de les kiosques, l'alternative. Dossier incendie des marchés vers un simulacre de procès. Le pouvoir envisage la condamnation de plusieurs leaders et la dissolution de l'ANC. CAP 2015, une mobilisation test demain. Bac 1 technique, reprise de l'épreuve d'histoire-géographie ou la face cachée d'un vrai scandale. Troisième journal de l'école ce matin, Focus Info. Société incendie des marchés de Lomé et de Kara, des auditions qui font froid dans le dos, des aveux, des non-lieux pour 23 des 43 inculpés. Jean-Pierre Fabre toujours poursuivi. Bientôt ouverture d'un procès en assises. Le changement est aussi dans les kiosques, le changement titre. La sécurité du pays au centre des débats à l'Assemblée nationale. Des auditeurs internationaux sur l'aviation civile dans nos murs. La nouvelle dynamique, un nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux. Aussi dans les kiosques Togo Matin. Togo Matin titre Remous à Askai, réaction exclusive des premiers responsables de la compagnie. Rassurés malgré les turbulences. Éducation, examen du bac 1 technique, l'épreuve d'histo-géo annulée. Des Guardians aussi dans les kiosques. Organisation de l'examen du BTS session 2016. Une décision scandaleuse qui risque de couler des milliers de candidats. Santé, gouvernance au sommet de l'État. Le mauvais choix qui crée la grogne au sein des médecins militaires. Et puis enfin, dans les kiosques, le flambeau des démocrates. Défis sécuritaires, social, réforme constitutionnelle et institutionnelle, décentralisation OTR. Dans son rôle de sentinelle, Kodjo inspire. Commerçants et voyageurs en colère, les boutiques duty free Hortas de la nouvelle aérogare fermées. Salte nouvelle direction, Malik Nachaba convaincu par le talent. Eh bien c'est tout pour ce matin. On se retrouve derrière cette pause pour la première partie. Avec nos invités, Sam Djobo n'est pas content parce que sa une n'est pas passée prochainement. Vous aurez la une du journal L'éveil de la Nation. Alors, chers confrères, on va démarrer par le premier sujet, affaire des incendies. L'affaire des incendies a pris une haute tournure depuis l'ordonnance définitive prise par le doyen des juges d'instruction, clôturant les enquêtes. Le dossier est envoyé à la chambre d'accusation de la Cour d'appel et passera bientôt en assises. Malgré les non-lieux, plusieurs poids lourds politiques et de la société civile restent inculpés. Deux d'entre eux, à savoir Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, et Zeus Ajavon, coordinateur du Collège souverain de Togo, ont rencontré la presse hier pour clamer leur innocence dans cette affaire. Alors d'abord, comment réagissez-vous à ces derniers développements, Sam Djobo? Alors moi je constate que l'affaire des incendies des marchés
Kara et de Lomé est en train d'arriver à son terme. Parce que il y a eu une levée d'inculpation sur un certain nombre de présumés auteurs et le maintien de cette même inculpation pour d'autres personnes. Donc, à partir du moment où cette ordonnance est rendue, cela veut dire que nous sommes en train de nous approcher progressivement vers le bout du tunnel. Et aujourd'hui, ceux qui ont vu leur inculpation levée peuvent pousser un ouf de soulagement. Par contre, pour ceux dont l'inculpation pèse encore, il faut encore se battre, chercher à prouver son innocence à travers peut-être des conseils que ces gens-là vont constituer si jamais un procès devrait avoir lieu. Et donc, moi, je pense que ça permettra aux Togolais de savoir exactement ceux qui ont mis le feu au marché. Parce que vous savez, cette histoire-là, ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Et l'impatience de cette dame-là qui officie au niveau de ces grands marchés devient de plus en plus grande. Mais aujourd'hui, avec cette ordonnance que le doyen des juges d'instruction vient de prononcer, je crois qu'il y aura un petit relâchement au niveau de la pression qui pèse sur les épaules de cette dame-là. Et comme quoi, le procès pourra s'ouvrir. Ou bien, d'ici peu, on pourra savoir qui a fait quoi dans cette histoire d'incendie des grands marchés. Maintenant, si je dois me prononcer sur la sortie de Jean-Pierre Fabre et de Maître Zeus Ajavon, je crois que à chaque moment que vous vous sentez accusé dans une situation, il est de bon ton que vous cherchiez à vous expliquer. Et c'est à cet exercice que les deux personnalités politiques se sont prêtées. Et aujourd'hui, quand vous suivez un peu les déclarations de Zeus Ajavon, il a dit en substance que lui l'avait dit par le passé que le chef de l'État pouvait savoir ceux qui ont mis du feu au marché et que il ne lui revenait pas. Surtout dans son speech d'hier, il a dit qu'il n'avait pas cité de nom. Mais par contre, par le passé, il y avait un rapport qui avait été dressé par le CST où des noms ont été listés. Il y avait le DG de Centrou, il y avait Madame Ingrid. Il y a pas mal de personnalités proches du pouvoir qui ont été citées. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour des personnalités politiques de leur rang, de leur classe, lever leur inculpation même ne leur fera pas un honneur. Ça dit que en réalité, ils ont intérêt parce qu'ils ont été cités, ils ont été inculpés, qu'on ne vienne pas un beau matin pour dire bon, écoutez les amis, vos inculpations ont été levées, mais il revient à la justice de se prononcer pour dire exactement ce qu'on a pu leur reprocher. Maintenant, il leur revient à eux de fournir des argumentations, de constituer un conseil solide pour prouver à l'opinion et à la justice togolaise que en fait c'était des accusations gratuites. Maintenant, si eux-mêmes en leur sein, ils pensent que le feu a été mis par d'autres personnes avec des indices crédibles, ils peuvent les brandir et comme ça ils seront disculpés. Marc Aboflan. Oui, vous savez, ça fait 3 ans que nous nous sommes réveillés un matin et que nous avons vu les deux grands centres, les deux grands marchés, Lomé et Kara, partir en fumée. Mais jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore qui a fait ça. Enfin, il y a 3 ans, notre économie est tombée à l'eau. Quelqu'un s'est levé ou un groupe d'individus se sont levés, sont allés dans les marchés, sont allés les brûler. On a ouvert une enquête, mais il y a eu beaucoup de supputations derrière le CST, qui de son côté, à l'époque, avait réalisé un rapport d'enquête, avait cité nommément des personnalités. Il y a eu beaucoup de non-dits. Moi, je voudrais peut-être saluer cette ordonnance du juge d'instruction qui nous permet de savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, il y aura un procès. Maintenant, pour les personnalités qui disent que ils ne sont pas impliqués ou qu'on veut les impliquer ou qu'on veut tuer politiquement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a le droit ou le bon vouloir d'aller dans ce sens-là. Dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, c'est un crime qui a été commis en brûlant les deux marchés. Et quoi qu'il arrive, on doit savoir qui l'a fait. Mais la justice aussi devra, tu sais, on a accusé beaucoup de fois notre justice de ne pas prendre avec tact beaucoup de dossiers qu'il a gérés. La justice devra utiliser un certain tact à l'approche de ce dossier-là. Utiliser un certain tact dans la mesure où beaucoup de personnalités proches de l'opposition ont été inculpées dans ce... Pour certaines personnes, ça peut s'analyser comme une manière d'influencer sur l'opposition, une manière de vouloir les décapiter comme les responsables de l'opposition eux-mêmes le disent. Mais au-delà, il faudrait que le juge d'instruction et la justice fassent son travail jusqu'au bout et que beaucoup de personnes soient appelées là-bas parce qu'il y a eu beaucoup de noms cités dans ce dossier. Enfin, je n'ai pas encore l'ordonnance du juge pour savoir exactement
qui sont inculpés. Je constate seulement qu'il y a un certain nombre de personnes dont les inculpations sont levées. 23, ils sont 23 au total, il y a 20 qui restent inculpés. 23. Et ce qui m'a un peu dérangé aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés pendant 3 ans dans ce dossier. 3 ans après, on se réveille un beau matin, on vous dit qu'il n'y a pas de preuves valables contre vous, donc on vous laisse. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? On ne le dit pas aussi, mais il faudrait quand même qu'on aille rapidement vers un procès qui pourra nous permettre de savoir qui a fait quoi dans les incendies des marchés. Alors, dans cette... Bon, ça vous voulez dire... moi, peut-être pour appuyer ou bien réagir, parce qu'il y a eu des informations qui circulent selon lesquelles le gouvernement ou le pouvoir en place tente de décapiter ou d'anéantir complètement l'Alliance nationale pour le changement à travers l'inculpation qui pèse sur Jean-Pierre Fabre aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il faut quand même qu'on analyse au-delà, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Marc, nul n'a le droit de vie ou de mort. On est à l'heure des droits de l'homme et à l'heure des réseaux sociaux. Il y a une moindre incantade quelque part au niveau des réseaux sociaux. Les gens s'alertent et puis le tour est joué. Souvenez-vous de ce député de l'ANC qui devrait voyager et à qui on avait refusé une autorisation de sortie au niveau du tribunal parce qu'il y avait l'inculpation qui pesait sur lui. Il a suffi qu'on mobilise quelques militants pour arriver à la justice et qu'on lui délivre le papier dont il en avait besoin. Donc moi je pense qu'avec Jean-Pierre Fabre, le pouvoir ne fera pas une erreur de tenter de le mettre en prison ou bien de tenter de l'éteindre si jamais les preuves qu'il avance ou bien si jamais les enquêtes ou le procès ne définit pas clairement quel a été son rôle dans l'incendie de marché. Ça sera une erreur. Vous pensez qu'il sera acquitté à l'issue du procès? Non, de toutes les façons, moi je constate que Jean-Pierre Fabre a déjà une popularité pour qu'on lui en rajoute. Parce que vouloir faire de lui un prisonnier, je ne sais pas si vous imaginez le taux de popularité qu'on vient ajouter à cette popularité qu'il a déjà. Donc moi je pense que d'abord le peuple, vous savez que le peuple a souvent pitié les gens quand les gens sont victimes. Je me souviens de ce procès de Maître Hervé à Goïbor. J'étais au tribunal, mais il fallait voir l'amitié, c'est-à-dire que la sympathie de la majorité des Togolais. Même ceux qui n'étaient pas des militants de son parti, les gens étaient derrière lui. C'est-à-dire que ça contribuer à rehausser encore sa popularité, son éclat. Donc moi je pense aujourd'hui que si on veut tricher, peut-être tordre le cou à la justice pour embasiller Jean-Pierre Fabre, ça sera une autre popularité qu'on est en train de créer pour lui. Vous savez, il y va aujourd'hui de réussir ce procès de la crédibilité de toutes nos institutions. D'abord, en commencer par la justice. Parce que dans cette histoire d'incendie, il y a beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé. Il faudra que notre justice se montre crédible en faisant un travail efficace pour qu'au finish, on sache qui a brûlé ces marchés. Il y va aussi de la crédibilité de pouvoir en place. Parce que c'est sous ce pouvoir-là que des gens se sont levés et sont allés brûler les marchés. C'est de la responsabilité des sécurocrates de ce pouvoir-là qui étaient là et sous lesquels des gens quand même sont passés pour aller incendier nos marchés. Mais il y va aussi de la crédibilité de l'opposition. Vous vous souvenez, petit rappel historique, avant que ces marchés ne se soient brûlés, le CST avait lancé une grande opération, les Tours de Jéricho. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez de quoi il était question dans les Tours de Jéricho. Quelques jours après, voilà nos 2 marchés qui partent en fumée. Vous savez, sans faire comme les juges, très rapidement, on peut penser que ce sont les responsables du CST. Et pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait un procès pour qu'ils puissent prouver à la face de tout le monde que non seulement ils ne sont pas inculpés, mais qu'on puisse, qu'ils ne sont pas impliqués dans les incendies de ces marchés-là, mais qu'on puisse trouver ceux qui se sont levés et de manière impunie sont allés brûler nos marchés et ont mis sur le carreau des femmes, des familles entières, des personnes sont mortes dans ces histoires-là. Alors, l'ANC dénonce et fustige, je cite, la propension des pouvoirs togolais à considérer les responsables et les militants des partis d'opposition comme des ennemis à abattre par tous les moyens. Il dénonce aussi, je cite, toutes les manœuvres en cours depuis le début de cette sordide affaire tendant à désigner un bouc émissaire pour assouvir la volonté de décapiter l'ANC et le réduire au silence face à l'incurie du gouvernement. Vous y croyez? Non, moi je pense que pour le moment, tout ce que l'on pourra dire ici, ça reprendra ou bien ça participera rien qu'à de la masturbation intellectuelle. Et les juges, aujourd'hui, c'est vrai, notre justice
Peut-être qu'il y a certains magistrats qui ne font pas le travail dans les règles de l'art, mais quel que soit le reproche qu'on peut faire à notre justice, on sent des efforts à ce niveau-là. Et donc, moi, je pense que tout ce qui doit se décider, c'est à la justice et c'est à la justice seule de nous dire exactement qu'est-ce qui a été fait pour que les marchés partent en fumée. Aujourd'hui, tout ce que nous on va dire, ça va demeurer des commentaires. Même les déclarations de l'ANC, moi je pense que pour le moment c'est trop tôt. L'ANC ou bien les inculpés n'ont qu'à s'entourer de bons conseils, de bons avocats, et le procès aura lieu. Moi, je me rappelle encore de cette affaire de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État, où quand l'affaire avait éclaté, nous-mêmes nous faisions partie de ceux qui n'en croyaient pas. Ceux disaient que non, que c'était peut-être un moyen pour écarter de la course au fauteuil un potentiel adversaire. Mais il a fallu qu'on passe au jugement pour que les gens passent aux aveux. Et donc, moi, je pense que tout ce qu'on souhaite... Mais là aussi, il y a de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais c'est là-bas qu'on a appris que le plan a été concocté sur une clé USB. Bon, on ne le savait pas avant le procès. Donc, moi, je crois que le procès aura le mérite de situer les uns et les autres, d'essayer d'identifier. Si les gens ne sont pas coupables et qu'on veut les habiller, ça sera clair. Ça dit que on a été à l'école, il y a des intellectuels dans ce pays. Les gens pourront déceler là où il y a du faux. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même que le procès ait lieu pour qu'on soit situé. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Après les incendies de marché, on aurait pu interpeller, auditionner certaines personnalités, comme le ministre de la Sécurité, par exemple, qui était le ministre de la Sécurité quand les incendies se sont passés, les premiers responsables du marché. Ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas été auditionnées, mais je veux bien croire que la justice fait son travail comme il se doit. Même les vigiles du marché ont disparu. Voilà. Mais je veux bien croire que la justice fait son travail. Mais aussi, à l'autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, à voir les personnalités inculpées aujourd'hui, donc ils vont aller aux assises, s'il y a un procès, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de militants de l'opposition. Ça, c'est une réalité aussi. Essentiellement. Mais aujourd'hui, qui a intérêt à décapiter l'ANC? Je pense que ce serait même une erreur de pouvoir en place de le faire ainsi. Si c'est, comme le disent les responsables de l'ANC, si c'est ce qu'ils sont en train de faire réellement, s'ils veulent profiter donc de ce procès pour décapiter l'ANC, je pense que ce sera une erreur de leur part. Dans la mesure où, remarquez, l'ANC même est en train de perdre déjà de la vitesse. Et si on met les responsables de l'ANC dans un tel procès, ce serait leur faire gagner du capital sympathie, et c'est beaucoup plus le pouvoir qui en pâtit. Et donc je veux bien croire que les stratèges au niveau du pouvoir ne vont pas, en tout cas, passer par cette méthode pour donner plus de notoriété, de crédibilité à l'ANC. Parce qu'un tel procès, il suffit, Jean-Pierre Fabre, il est aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Si il n'est pas responsable et qu'on le met dans cette histoire, il y aura le même effet, comme vient de le dire mon confrère Sam tout à l'heure, comme il y a eu au procès d'un certain maître Madi Yaovi Agboïbor dans ce pays. Mais il y a une crainte. On peut ne pas condamner Jean-Pierre Fabre à l'envoyer en prison, mais on peut le condamner en sursis. Et là, il peut perdre son droit de vote, tout ça. Il ne peut plus postuler à une élection. Aujourd'hui, vous savez, quand on fait des actes en tant que responsable, il faut les assumer. Moi, je dis, je ne sais pas qui a incendié les marchés, mais le CST à l'époque, composé de l'ANC et de tous les responsables, en signant ce rapport d'enquête, devrait savoir naturellement qu'il y aurait des conséquences qui doivent découler. Ils doivent avoir un procès pour qu'ils disent à la justice comment eux ont fait pour trouver ces responsables-là, de ces quoi-là. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une enquête qui s'ouvre et moi, dans mon coin, n'étant pas habillé de cette autorité de faire des enquêtes, je concocte une enquête et je propose. Mais je pense aujourd'hui que le juge d'instruction et les magistrats qui auront donc instruit cette affaire-là devront prendre en compte les personnes qui sont citées dans le rapport du CST, mais aussi demander aux membres du CST comment ils ont fait pour trouver ces noms-là. Justement, ce rapport ne fait pas partie du dossier. Enfin, selon ce que Jean-Pierre Fabre dit hier en conférence de presse, le mémorandum que le CCU a établi en citant les noms, le modus opératoire, ce rapport ne fait pas partie de l'ordonnance que le doyen des juges d'instruction a remis au procureur général la fois dernière. Oui, mais moi tout comme le rapport des experts français. Voilà, moi je voudrais peut-être commencer là où Marc s'est arrêté pour dire que en réalité nous parlons de procès. C'est au cours de ce procès que les accusations qui ont été portées contre X et Y seront démontées par les conseils, et là, à cette occasion, ils auront le temps d'expliquer pourquoi eux ils estiment que c'est des proches du pouvoir en place, c'est telle personne,
preuves palpables ils ont, ils vont exhiber toutes ces preuves-là pour essayer de se faire disculper. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le rapport de la commission d'enquête, les experts français qui étaient venus pour essayer de voir comment le mode opératoire a été effectué, avec quel liquide les marchés ont été incendiés, le rapport là, pour le moment, n'est pas rendu public. Mais c'est vrai que certains disent qu'ils ont connaissance de du contenu de ce rapport, mais le rapport n'est pas rendu public. Et moi, j'ose bien croire que c'est au cours du procès que tout ça là sera connu. Peut-être au cours du procès, on l'espère bien. On pourra dire. Je veux bien voir aussi comment ce procès sera fait, parce que vous savez, juste après les incendies, il y a eu une conférence de presse du ministre Yark, qui avait parlé de métaphysique, de personnes qui ont disparu et tout. Je veux bien voir à ce procès-là comment les juges vont prendre en compte ces différents éléments dans le dossier pour arriver. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'on aille vers un procès pour disculper ceux qui sont inculpés et qui disent qu'ils ne sont pas inculpés, mais pour trouver les responsables, parce que c'est quand même un crime sur lequel on ne peut pas se taire. C'est brûler les marchés, les personnes doivent en répondre devant la justice. Et je pense aujourd'hui que, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le pouvoir va utiliser ce procès-là pour essayer de décapiter l'opposition, parce que le pouvoir n'aurait aucun intérêt. Mais on est en politique, tout est question de stratégie, et chacun des camps veut jouer peut-être sur ce procès pour avoir un capital sympathique. Une dernière question, on est passé au second sujet. Les accusés devront répondre devant la cour d'assises pour destruction volontaire, tentative de destruction volontaire et de regroupement de malfaiteurs. S'ils sont condamnés en assises, ils risquent pour le regroupement de malfaiteurs une peine de 5 à 10 ans de réclusion et la perpétuité pour destruction de bâtiments d'utilité publique par incendie. Mais les peines sont graves quand même, Sam. Oui, vous savez, ce n'est pas les peines qui sont graves, mais ce qui s'est passé au niveau de ces marchés-là, moi je dirais même que c'est gravissime, parce que c'est des centaines de milliards de nos francs qui sont partis en fumée. C'est l'économie nationale qui est à genoux. C'est comme, moi je peux comparer ça même à une atteinte contre la sûreté de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui décident de mettre à genoux, complètement à genoux, une économie, et laisser sur le bas-côté de la chaussée de nombreuses femmes, des enfants, tout ça là, dans une désolation totale. Moi, je pense que c'est par rapport au fait que les peines ont été établies. Le législateur, il ne fait rien au hasard. Les faits sont extrêmement graves. Et si jamais c'est avéré que ceux sur qui les inculpations pèsent sont auteurs de ceux dont on les reproche, je crois que les peines sont assez graves. Mais là encore, rien n'est joué. On va attendre vraiment que le procès puisse aboutir et que les responsabilités soient situées. Je veux bien croire. Rapidement, la justice doit faire du tact, dans la mesure où il ne faudrait pas qu'à l'issue du procès, il y a des personnes innocentes qui soient encore en prison. Mais s'il s'avère que ces personnes sont des auteurs, les faits sont graves. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans cette histoire d'incendie de marché. Donc, c'est des crimes et je pense même que notre législation n'est pas assez sévère par rapport à ce que ces personnes ont fait. Et s'il s'avère qu'ils sont réellement les auteurs des incendies de cette démarche-là, les peines doivent être aggravées. Alors, je rappelle que dans un document publié hier, l'ANC déclare, je cite, « Les dirigeants et les militants de l'ANC et du CST n'ont rien à voir avec les incendies des marchés de Kara et de Lomé. » À suivre. Nous allons parler du bac 1, le scandale qui est intervenu au niveau du bac 1 technique. Les élèves des classes de première ont ouvert le bal des examens de fin d'année mardi dernier. Et tout se passait bien jusqu'à ce qu'un incident ne vienne perturber le bon déroulement de l'examen. L'épreuve d'histoire et géographie proposée aux séries G de l'enseignement technique est hors programme. Très scandaleux. Très. Et malheureusement, vous savez, ça fait 2-3 jours que ça s'est passé, mais aucune explication officielle pour nous dire réellement ce qui s'est passé. Nous avons approché un peu les services du ministère pour voir ce qui s'était passé. Il y a encore beaucoup de supputations. Certains disent que c'est une épreuve de l'année passée qui est revenue. D'autres nous disent que c'est une erreur au niveau du directeur. Aujourd'hui, on n'a pas encore les faits, mais pour un tel scandale, que le ministère de l'Éducation et son ministère délégué à l'enseignement technique ne sortent pas pour nous dire ce qui s'est réellement passé et peut-être pour rassurer ces élèves-là, je pense que c'est assez scandaleux et il faut en interpeller peut-être aux plus hautes autorités de ce pays-là pour mettre plus de l'ordre, parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec l'avenir de l'élite de la nation comme ça.
Sam, comment expliquez-vous cette légèreté au niveau de l'épreuve de géographie au bac technique? Non, alors les premières informations que nous avons reçues font état de ce que le sujet proposé n'était pas dans le programme. Mais quand vous parcourez un peu le sujet, surtout celui d'histoire, vous vous rendez compte que c'est un test je crois, Les Misérables. On parle du capitalisme et du socialisme. Voilà. C'est-à-dire que, personnellement, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Quand vous le lisez, c'est vrai que quand vous allez à un examen, ce n'est pas forcé que ce que vous avez écrit. Ce n'est pas la culture générale quand même, c'est l'histoire-géographie. C'est l'histoire-géographie. Mais quel programme nous appliquons ici? Il y a l'exode rural, il y a le travail, tout ça là. Quand vous lisez sérieusement la portion de test qu'on a proposée, et les questions qui ont été posées, vous allez vous voir, même en n'étant pas en première, vous allez voir que c'est un sujet qu'un élève érudit, il peut quand même le traiter. Tu as bien dit érudit. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il peut avoir eu des fuites. Et c'est celle-là qui me semble, à mon humble avis, beaucoup plus plausible. Peut-être que des gens ont eu déjà des informations sur le sujet, certains l'ont traité, ou bien d'autres ont déjà des réponses correctes à ce sujet. Et donc, rapidement, on a bien fait de le changer, parce que les élèves, ils vont recomposer, je crois, demain. Samedi, c'est demain. Oui, donc, demain, samedi, oui. Ça, oui. Donc moi, je pense qu'au niveau du ministère, on aurait pu, si tant est que c'est le programme qui n'a pas été respecté dans la composition de l'épreuve, on aurait pu faire une sortie ou bien envoyer un communiqué officiel qui sera lu au journal et sur les médias pour expliquer à l'opinion que voilà les raisons pour lesquelles l'épreuve d'histoire géo a été repoussée. Maintenant, on ne communique rien, on laisse les gens on laisse les gens spéculer, et ceux qui disent que c'est pour cause de tricherie que l'épreuve a été reportée, moi je ne pense pas qu'ils ont tort. Parce que si vous décidez de ne pas parler, les gens vont parler en votre place. Les élèves composés, ils ont déjà fait 45 minutes avant que on arrête. Et puis si ils étaient en plein examen, ils composaient quand les élèves ils donner. Si c'est le programme. Là on a dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. C'est là on a dit, c'est grave quand même. Jusqu'à ce qu'on ait distribué le problème. Mais comment ça se fait qu'on met dans une enveloppe qui est scellée des épreuves proposées par des professeurs mis dans une enveloppe qui est scellée, une épreuve qui n'est pas au programme pour les enfants? C'est extrêmement grave. Et là, je pense que le ministère doit faire une sortie pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on ne peut pas continuer sur des supputations. Parce qu'aujourd'hui, chacun de son côté fait ses petites enquêtes et a des informations. Aucune sortie officielle aujourd'hui pour nous situer sur les responsabilités réelles. Mais il ne peut pas avoir un tel événement, un tel scandale, et qu'il n'y ait pas de tête qui tombe. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même là où c'est encore dangereux, c'est que lorsque l'épreuve vient dans une enveloppe scellée, il y a quelqu'un, un spécialiste, qui l'ouvre et qui essaie de jeter un coup d'œil avant de distribuer. Est-ce que là, ils n'ont pas vu que l'épreuve n'était pas au programme? C'est en ce moment que moi, je pense que ceux qui spéculent autour d'une éventuelle tricherie peuvent ne pas avoir tort. Nous y reviendrons, on y reviendra effectivement, parce qu'il faut qu'on sache qui sont responsables de ce scandale au niveau du bac technique. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause. Derrière la pause, nous recevons notre invité. Et je rappelle qu'on reçoit ce matin Madame Brigitte Kaffu, Adjamagou Johnson et le secrétaire général de la CDPA aussi, présidente du CAP 2015. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invitée, Madame Brigitte Kaffu, Adjamagou Johnson. Bonjour Madame. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, on va commencer d'abord. Comment réagissez-vous au dernier développement dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, puisque vos partenaires en politique restent inculpés et bientôt on ira donc au procès? Écoutez, c'est une affaire qui est en cours au niveau de la justice. Tout ce que je voudrais dire, c'est que les Togolais sont impatients de savoir la vérité dans cette affaire qui a coûté énormément en termes de ressources financières, en termes d'impact sur l'économie, mais aussi en termes de vies humaines. Et les femmes victimes de ces incendies-là continuent de mourir tous les jours. Et donc, j'espère que notre justice a pris la mesure de la gravité de cette affaire-là et que, dans un pays normal, un pays démocratique, il faut que la justice arrive à nous trouver quels sont les véritables auteurs de ce crime. Ils veulent aller au procès, qu'ils y aillent. On attend de voir. On espère qu'il y aura des preuves irréfutables et que, au sortir de ce procès, les populations n'auront pas le sentiment que justice n'a pas été faite. C'est quelque chose qui pourrait être très grave pour le Togo. Vous craignez pour vos partenaires? Je ne crains pas. Ils sont sereins. Moi, tout ce que je voudrais rappeler, c'est que depuis le début de la procédure qui a été enclenchée, il y a beaucoup d'anomalies et nous nous posons beaucoup de questions. Certaines de ces questions ont été évoquées tout à l'heure par vos invités, mais on a l'impression qu'il y a eu une procédure biaisée dès le départ. En tout cas, espérons que la justice saura redresser les choses. Mais il nous faut connaître les véritables coupables. Alors, on va venir à votre parti, la CDPA, a organisé tout récemment une rencontre avec des leaders politiques, une rencontre avec la Fondation Konrad Adenauer. Alors, dites-nous de quoi a-t-il été lors de cette rencontre? C'était le lancement de tout un programme que nous voulons mettre en œuvre parce que nous avons le sentiment que le Togo est bloqué dans sa marche vers la démocratie, ce qui a un impact d'ailleurs sur le développement du pays, sur l'économie, et sur les conditions de vie des populations. Alors nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que nous puissions faire à nouveau un saut qualitatif, à l'instar de celui que nous avons fait au début des années 90. Nous sommes entrés formellement en démocratie, mais on ne doit pas se satisfaire d'une démocratie de façade ou au risque d'être considéré comme une démocrature. Nous ne voulons pas. Les aspirations du peuple togolais, c'est de vivre dans une société véritablement démocratique. Et donc, nous avons conçu un programme pour apporter notre contribution à cette avancée-là et plus particulièrement pour faire en sorte que le processus de décentralisation puisse avancer dans un souci d'approfondissement de la démocratie et de développement à la base, de véritable développement à la base. Donc, nous avons fait le lancement du programme et nous avons en même temps permis à un certain nombre d'experts, des personnes ressources auxquelles nous avons fait appel, de plancher pendant 2 jours sur ce que pourrait être le contenu de tout un programme cohérent d'éducation. Éducation d'abord de nos militants
et aussi des populations sur des thèmes aussi variés que la démocratie. Il faut que les populations comprennent la démocratie, qu'elles comprennent quels sont les rouages de la démocratie, quelles sont les institutions, comment elles fonctionnent, mais surtout quelles sont leurs responsabilités en tant que citoyens, quels sont leurs droits et comment ils peuvent apporter la contribution qu'on attend d'eux dans une véritable démocratie où on suppose une participation de la population. Et quelle sera la suite alors? Eh bien, la suite, vous verrez, d'ici un mois, là, on est en train de finaliser et d'éditer les outils de formation. Eh bien, les formations elles-mêmes vont commencer tout de suite, enfin, d'ici peu, disons dans un mois à peu près. Et ce qui est intéressant aussi dans le programme, c'est que nous prévoyons, une des composantes prévoit de donner la parole aux populations pour qu'elles puissent débattre, d'organiser des débats non seulement à Lomé, mais aussi à l'intérieur, mais jusque dans les cantons, dans les langues locales, pour permettre aux populations de s'exprimer et d'apporter leur contribution à cette démocratie. Confrère? Oui, bon, peut-être moi, ma question ne va pas dans la droite ligne de ce que Junior avait commencé. Madame, vous êtes présidente de CAP 2015, vous projetez une manifestation pour demain. Souvent, les Togolais vous font le procès de dormir sous vos lauriers et de vous réveiller à la veille d'une élection pour parler des réformes. Mais cette fois-ci, on sent que vous anticipez là. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec la manifestation de demain, les lignes pourront être bougées au niveau du gouvernement? Ben, écoutez, d'abord, pour ceux qui pensent qu'on attend la veille des élections pour commencer à bouger, je voudrais dire que, en réalité, même si on ne nous a pas beaucoup entendu, nous avons commencé à travailler dès le lendemain de l'élection présidentielle. Moi, personnellement, je suis retourné sur le terrain 2 semaines après l'élection présidentielle et on a fait tout un travail d'explication. Et nous avons travaillé à réunir les preuves. Cela nous a permis de démontrer que celui qui a été proclamé gagnant des élections n'est pas le véritable gagnant, ce qui veut dire que le régime actuel n'a aucune légitimité. Il y a une situation de fait qui s'est créée. Nous n'avons pas voulu jeter les Togolais dans la rue pour verser encore de leur sang. Nous avons préféré passer par d'autres moyens pour atteindre l'objectif d'alternance. Mais les preuves n'ont jamais été publiées. Les preuves en question n'ont jamais été publiées. Vous avez lu notre rapport? Est-ce que vous avez lu le rapport de CAP 2015 sur l'élection? Alors, selon vous, ce rapport-là ne vous prouve pas que ces élections, les résultats qui ont été proclamés ne sont pas des résultats fiables? On n'a pas les éléments matériels avec eux. On n'a pas la documentation. De quel élément matériel aviez-vous besoin? On a publié des exemplaires de PV qui comportaient des anomalies. On a publié les facsimilés de bulletins de vote avec lesquels on a bourré. Nous avons apporté des preuves que les résultats proclamés n'étaient pas les bons résultats. Et ça nous a pris un temps fou dans les conditions que nous connaissons au Togo, dans ce contexte-là. Et nous avons pris le temps qu'il fallait pour les réunir. Nous avons fait ce travail et nous nous sommes dit, il faut continuer à garder contact avec les populations. Il faut faire un travail de proximité. Et c'est ce que nous nous sommes employés à faire jusqu'ici. Vous avez bien vu que la CDP de son côté a organisé
des meetings de quartier, que l'ANC en a fait aussi, que les autres partis en ont fait. Maintenant, nous estimons que nous sommes arrivés à une étape où il faut à nouveau organiser une grande manifestation parce que la population a compris. La population a compris qu'elle ne doit pas se laisser aller à l'indifférence. Nous n'avons pas le droit de nationaliser l'indifférence, comme les évêques nous l'ont dit, qu'elle ne doit pas se laisser aller au découragement et que, au contraire, elle doit prendre sa part de responsabilité. Et c'est ce que nous voulons démontrer. Madame, j'ai peut-être deux constats avant de poser ma question. Le premier constat, c'était que après les dernières élections, comme on a dit, les partis sont allés dans une certaine léthargie et il a fallu la dernière lettre des pastorales des évêques pour que, on sente que vous vous réveillez aujourd'hui pour relancer les manifestations. Deuxième constat, chez nous, nous avons fait un petit calcul à notre rédaction pour voir les différents regroupements dont la CDP et l'ANC notamment font partie depuis 2012. Donc avec le CST, vous avez fait au total 125 manifestations. Et sur ces 125 manifestations, il est vrai que vous avez réclamé beaucoup de choses. Mais les réformes étaient toujours au centre, les réformes. Et malheureusement, 125 manifestations après, donc avec un quota pratiquement de 25 manifestations à l'année, vous n'avez pas obtenu jusqu'aujourd'hui les réformes. Est-ce que vous pensez que la stratégie manifestation est une stratégie qui peut marcher? Si oui, pourquoi elle n'a pas encore marché depuis là? Eh bien, d'abord, j'espérais que vous avez compris que nous ne sommes pas restés en léthargie, comme vous l'avez dit, mais au contraire, nous sommes occupés de tâches qui ne demandaient pas à être médiatisées. Ensuite, à partir d'une époque donnée, d'une étape, nous nous sommes dit, il faut commencer maintenant à médiatiser. Et vous avez vu, vous avez suivi sur les médias que nous avons fait le tour de Lomé, nous sommes allés à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, ce processus-là de mobilisation de proximité va continuer. C'est une activité permanente que nous réaliserons. Mais maintenant, vous nous demandez, est-ce que les manifestations constituent une bonne stratégie? Tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes en démocratie et nous devons apprendre à nous battre avec les moyens que la démocratie nous offre. Et le moyen par excellence, c'est la manifestation. Tout dépend de comment on s'y prend. Et ce que nous faisons cette fois-ci, nous mettons les moyens. Nous avons mis les moyens. Tout le processus que nous avons suivi. Le fait de n'avoir pas prévu d'organiser une manifestation géante depuis plusieurs mois, et de faire des activités intermédiaires qui permettent de mobiliser, eh bien tout ça montre que ce que nous voulons faire demain est quelque chose qui, dans un pays normal, devrait avoir un impact. Nous voulons faire en sorte que le pouvoir politique en place voit que les Togolais veulent enfin les réformes, que les Togolais veulent que le processus de décentralisation soit mené de manière consensuelle pour que la décentralisation ait un impact sur leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Quant à la lettre des évêques, écoutez, je reconnais avec vous qu'elle vient à point nommé. Elle tombe bien. Elle tombe bien. Mais je constate aussi qu'elle reprend beaucoup de choses que nous avons toujours dites. Nous avons toujours dit, quand nous avons fait notre analyse au sortir de l'élection présidentielle, nous avons dit, nous sommes arrivés à une étape de notre cheminement vers la démocratie
où le peuple doit prendre ses responsabilités. Alors, madame, je suis peut-être d'accord avec vous. Et prendre ses responsabilités, eh bien, c'est montrer, en s'engageant, en posant l'acte d'aller à cette manifestation massivement, de montrer qu'on n'est pas d'accord. Alors, madame, je suis d'accord. Alors, que proposez-vous aux justes en ce qui concerne les réformes politiques et électorales? Qu'est-ce que vous réclamez aux justes? Soyez plus concret, on le sache aujourd'hui. Mais ce que nous réclamons aux justes, c'est que les réformes sur lesquelles on s'est entendu à travers l'APG en 2006, qu'on les mette en pratique, enfin, parce que un gouvernement qui prend des engagements et qui ne les honore pas, il court le risque de perdre toute crédibilité. Et quand un gouvernement perd toute crédibilité dans un pays, le pays est en danger. Donc nous voulons que nous fassions ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, que les réformes électorales, nous puissions les faire, et nous voulons qu'on s'asseye et qu'on en discute. Pourquoi ne pas prendre l'initiative à votre niveau, par exemple, en faisant signer 500 000 signatures et inviter le peuple à un référendum, par exemple? Mais c'est une voie, c'est une des voies. Et pourquoi vous ne la pratiquez pas? Parce que, en tant que parti politique, si vous appelez à un référendum et que le résultat du référendum est que le peuple veut le changement, il va falloir veut les réformes. Il va falloir de toute façon s'asseoir pour discuter du contenu de ces réformes-là. Et c'est ce que nous disons. Donc si je suis bien, la marche de demain, le but fondamental, c'est d'amener le gouvernement à s'asseoir avec vous. Ou à nous comprendre. Et ce que nous voulons, c'est que nous nous asseyons pour discuter à la fois des réformes et de la décentralisation. Parce qu'un processus de décentralisation mené de manière unilatérale, sans concertation, est voué à l'échec. Des voix autorisées, des aînés qui ne sont pas du Togo, nous l'ont redit la dernière fois, l'ancien président du Parlement de la CEDEAO, le docteur Diallo, il nous a dit, si vous allez à cette décentralisation, sans concertation et de manière non consensuelle, vous allez droit dans le mur. Mais enfin, souvent quand vous parlez de responsabilité du peuple, enfin, je suis de ceux qui pensent que le peuple a déjà pris ses responsabilités en envoyant des représentants à l'Assemblée. Pourquoi vous ne concoctez pas un projet de loi de réforme, un projet de loi sur la décentralisation, qu'on puisse être la proposition du cap ou de l'opposition et envoyer à faire débattre à l'Assemblée avant d'appeler le peuple à manifester dans la rue pour soutenir ce nouveau projet? Nous ne le faisons pas parce que nous pensons que nous asseoir et discuter d'abord avant d'aller à l'Assemblée crée les conditions pour que à l'Assemblée le projet de loi qui va être envoyé ou la proposition, si on décide que ça doit venir des élus, réunissent les conditions pour être adopté. Vous savez ce qui se passe. Vous savez quelle est la composition actuelle de l'Assemblée. Vous savez qu'il y a des gens qui disposent d'une majorité mécanique qu'ils font jouer tout le temps pour créer un certain immobilisme et empêcher ce pays d'avancer. Donc, c'est de manière bien réfléchie que nous pensons d'ailleurs s'asseoir et discuter dans une démocratie, que la classe politique se concerte régulièrement. Mais c'est une bonne pratique qui existe ailleurs, qu'on dialogue sur des questions essentielles. Mais quoi de plus normal? Alors, Madame la Présidente, moi je constate que la manifestation de demain sera un test grandeur nature pour CAP 2015 parce que depuis la présidentielle de 2015, c'est la première grande manifestation qui va mobiliser vos militants. Mais je constate aussi que depuis, à la veille de la présidentielle de 2015,
il y a eu certains partis qui ont quitté le regroupement. Je veux parler de ADI et de MRC. Est-ce que ces départs-là ne porteront pas un coup à la manifestation de demain? Ça, c'est la première question. Peut-être je peux enchaîner avec la deuxième pour parler du chef de file de l'opposition qui, heureusement, fait partie de votre regroupement politique. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait au moins que le chef de file de l'opposition essaye une discussion avec le chef de l'État avant de pouvoir projeter une manifestation? Ok. Écoutez, d'abord, moi, je voudrais rectifier. Vous partez sur un postulat que je ne trouve pas juste. Quand vous pensez que ce sera un texte grandeur pour CAP 2015, je dis non. Nous ne voyons pas la chose de cette manière. Nous disons l'enjeu de ce que nous allons faire demain, c'est un mouvement citoyen. Ce sera une démarche citoyenne pour chaque Togolais. C'est pour ça que nous n'avons pas invité que nos militants. Nous avons invité tous les Togolais, la société civile, tous les partis qui comprennent l'enjeu. Ce n'est pas un texte grandeur pour CAP 2015, c'est un texte grandeur pour le peuple, pour les Togolais. On verra si nous savons véritablement ce que nous voulons. Et nous savons, moi je sais d'avance, que ce peuple aspire du plus profond de lui-même au changement. Et je suis confiante que les populations... Il y a une deuxième question à laquelle madame va répondre d'abord. Je parlais du chef de file de l'opposition. Vous voyez, si vous posez le problème en termes de test grandeur pour CAP 2015, je comprends que vous évoquiez la question que vous évoquez par la suite, que vous vous demandez si le fait que certains anciens partis de CAP 2015 soient partis, est-ce que ça ne va pas porter un coup? Moi, je dis non. Vous comprenez? Votre question n'a même plus de raison d'être posée. Parce que je suis convaincu qu'on soit de l'ANC, de la CDPA, de l'ADI, du MRC ou de je ne sais quel parti, même de UNIR, on aspire profondément au changement dans ce pays. Tout le monde voit, chacun voit que notre pays stagne en dépit de ce qu'on veut nous faire croire. Tout le monde voit qu'on n'avance pas. Et donc, même des militants de ces partis-là, je suis convaincu, seront avec nous demain dans la rue. Parce que l'enjeu n'est pas un enjeu partisan. Alors, si vous permettez que je dévie un peu. Il y a une deuxième question sur le chef de file de l'opposition. Est-ce qu'il a tenté? Ah oui, j'avais oublié. Mais écoutez, il a tenté. J'espère que vous savez qu'il a écrit au chef de l'État, justement, pour poser ses problèmes et demander à ce qu'il se rencontre pour discuter. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de réaction. Mais moi, je suis convaincu que le chef de file de l'opposition reste dans cet esprit-là de discuter des problèmes du Togo. Et CAP 2015, ainsi que les partis qui le composent, la CDPA, l'ANC, le PSR et l'UDS Togo, nous sommes dans cet état d'esprit. Nous sommes ouverts à la discussion. Mais la discussion dont nous parlons doit se faire dans un état d'esprit différent de celui avec lequel nous avons abordé les différents dialogues qui ont échoué. Et la lettre des évêques vient à propos pour rappeler que nous devons agir dans la vérité et observer une certaine morale quand vous êtes acteur politique. Donc, il s'agira de s'asseoir à une table en ayant pour maître mot vérité, justice, en sachant que les fondamentaux de la démocratie, nous on n'est pas un pays à part. On est une démocratie, on ne l'est pas.
Donc en ayant en tête aussi les fondamentaux de la démocratie et le souci de préserver une certaine cohésion. Voilà. Oui, madame, par rapport à la manifestation de demain, nous avions appris avant de rentrer au studio que vous aviez un soutien de taille, celui de l'association togolaise pour la défense des droits des homosexuels. Alors, quelle est votre position au Cap sur la légalisation du droit des homosexuels? Écoutez, moi, je ne suis pas pour la stigmatisation des Togolais, quels qu'ils soient. Et donc, effectivement, j'ai vu des débats sur les plateformes WhatsApp. Tous les Togolais sont les bienvenus. Ils sont tous les bienvenus. Voilà. Mais quelle est votre position au Cap en tant que responsable politique sur la légalisation du mariage homosexuel dans le pays? L'homosexualité, la légalisation, c'est un aspect des questions qui s'imposent en nous en matière de droits humains. Moi, mon avis est que ce n'est pas une priorité. Vous savez que j'ai une double casquette. Moi, je suis politique, mais je me définis profondément dans l'âme comme une militante des droits humains et des droits des femmes qui font partie intégrante des droits humains. Et ce débat-là, nous l'avons au sein de la communauté des militantes de droits des femmes. Et nous l'avons au niveau africain comme au niveau international. Donc, quand nous nous retrouvons, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la reconnaissance de droits aux personnes ayant une certaine orientation sexuelle. Nous disons sur le plan des principes, c'est des citoyens, c'est des êtres humains, on ne peut pas leur dénier des droits. Mais en tant qu'Africaines, la réponse que nous donnons à nos camarades militantes, c'est que nous ne souhaitons pas investir nos énergies dans la défense des droits des lesbiennes parce que il y a des questions de droits humains beaucoup plus prioritaires. Est-ce que vous voyez? Mais nous ne sommes pas pour que ces personnes soient stigmatisées et qu'elles soient bannies de la société. Alors, nous revenons en politique, madame, si vous permettez, pour parler, c'est peut-être la dernière question. Alors, le gouvernement vient d'introduire 2 tests à l'Assemblée nationale par rapport au processus de décentralisation. Alors, vous êtes au courant, est-ce que vous soutenez cette initiative du gouvernement ou bien vous proposez autre chose? Bien sûr que je ne soutiens pas cette initiative. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir parce que je considère que ce n'est pas la voie de la sagesse. Ce n'est pas la voie de la sagesse. Et ce que je souhaite, c'est que le gouvernement prenne le courage de suspendre ce qui est en cours. Et nous l'avons demandé d'ailleurs. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale. La CDPA a écrit au président de l'Assemblée nationale au sujet de cette question. Vous avez répondu? Nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse, mais nous avons senti que pour l'histoire, il fallait poser cet acte. Nous avons analysé la situation et nous avons dit, nous ne pouvons pas laisser faire ce qui est en train d'être fait. Il faut les prévenir. Donc, ce que je demande, c'est la sagesse et le courage qu'il faut pour arrêter ce processus et inviter la classe politique au dialogue. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les faire quand c'est ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner en excluant de vos moyens le dialogue avec la classe politique, le dialogue avec la société civile, le débat public. Voilà ce que je pense. Alors, cette émission tire à sa fin. Bon, on vous laisse le mot de fin avant de nous séparer. J'ai pas vu passer le temps. Le temps passé. Vous devinez que ce mot sera pour inviter mes compatriotes et concitoyens et leur dire demain sera un grand jour. Demain sera un grand jour. Nous devons faire de la manifestation de demain
une manifestation historique qui exprime sans équivoque notre volonté de voir faire les choses autrement, de dire non, et notre volonté désormais de prendre en main la gestion de ce pays, une façon de dire au gouvernement, désormais nous suivons de près ce qui se fait et nous nous exprimerons quand il faut pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc, j'invite tout le monde, nous vous attendons tous et toutes demain à 8h à Bé-Kondéji. Merci Madame Djamabou Johnson. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CDPR et aussi présidente du CAP 2015. Mara Beauflan, élite d'Afrique.com, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à Sam Diobo, le patron de l'éveil de la nation. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde sur le www.lcftogo.com. Merci à nos amis de la région maritime, ceux qui nous suivent à Kévé, à Zaou et partout sur LCF et CTFM 89.9 MHz. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end à vous tous et à bientôt.